bonsoir à tous. Bienvenue à ce lundi de la mer de rentrée. Donc ce soir, nous accueillons les représentants de la société Neoline qui est basée à Nantes. Alors nous avons Michel Perry, qui est commandant de marine marchande, qui en est le président, et puis Jean Zanutini, qui est expert maritime et architecte naval, qui en est le directeur. Ils sont les concepteurs du Neoliner, qui est un cargo à voile. Alors c'est un peu réducteur de dire ça, ils vont nous le présenter pour en savoir plus. Puis leur projet, il fait partie des solutions innovantes pour un transport maritime éco-responsable en visant le renouveau de la voile de travail. Donc on va les écouter comme d'habitude pendant un moment, et puis après évidemment vous serez libre de poser les questions pour avoir plus de détails sur leur projet. Bonne soirée. Bonsoir, merci d'être venu nous écouter. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, Michel Perry, j'ai navigué professionnellement depuis longtemps, plus de 40 ans. Je suis retraité de l'ENIM. J'ai navigué sur des navires à la pêche, sur des navires marchands, beaucoup sur des rouliers. Vous allez voir ça de l'importance plus tard. Et j'ai eu dans ma carrière l'occasion de pratiquer la voile de travail puisque j'ai eu l'occasion de commander Belém. Voilà. Je passe la parole à Jean. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc moi j'étais également marin de commerce, donc j'ai rencontré Michel à bord, on a navigué ensemble, j'ai navigué pendant 7 ans jusqu'à poste de second capitaine et depuis 2009 je fais de la conception de navires, de projets portuaires et sur tous les navires et notamment Neoline qui est un grand projet avec Michel qu'on a vraiment conçu l'idée de base, le bateau, avec 7 autres personnes, et on va vous présenter tout ça. Une toute petite mise en contexte historique. La voile de travail a satisfait à tous les besoins de transport maritime pendant 5000 ans. Elle a été supplantée. La période transitoire a été rapide, ça a duré à peine 60 ans. Et on va dire qu'à partir de 1910-1920, il n'y a plus de voile de travail océanique, donc supplanté par la propulsion mécanique. Par contre, quelques années avant sa disparition, la voile de travail avait donné naissance à la voile de loisir, qui, elle, a survécu, qui ensuite a donné naissance à la voile de course, à plein de voiles, qui, elles, donc, sont arrivées jusqu'à nous, ont pu profiter des matériaux modernes, des techniques modernes, des technologies, et également des connaissances, notamment en question de météo. Donc, l'idée un peu simple... L'idée un peu simple, c'est que en reprenant toutes les technologies, toutes les connaissances développées par la voile donc de loisirs de course, on pouvait assez facilement, et en les adaptant, assez facilement relancer la voile de travail dite moderne. Voilà l'idée qui gouverne. Cette idée, nous l'avons en tête depuis plusieurs années. C'est un sujet, pour faire court, c'est un sujet que nous travaillons depuis plusieurs années. On va dire depuis 7 ou 8 ans, vous n'avez pas entendu parler parce qu'on a fait le choix de ne communiquer que dans le milieu professionnel, pas par cochotterie, parce qu'il faut développer avant de communiquer, sinon c'est un piège quand on commence à faire des annonces. Donc le sujet est mature et donc on éprouve maintenant le besoin, l'utilité de faire un peu de communication grand public. Et donc vous êtes les premiers à avoir droit à cet exercice. Alors cette présentation, vous voyez un sommaire, bon, c'est un peu pour vous dire à quelle sauce on va vous cuisiner pendant ces quelques minutes. On va commencer par le contexte général, pourquoi la propulsion éolienne peut devenir pertinente aujourd'hui et puis pour le futur. Notre projet, son concept, ses éléments clés et ses porteurs, un assez long chapitre qui décrira le navire, notre projet, le premier navire, et puis ensuite des éléments un peu plus d'ordre commerciaux et de développement de notre projet. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que existe, comme vous le savez sans doute tous, l'urgence environnementale, notamment les questions de pollution maritime sont très très importantes, également les questions de réchauffement climatique. Notamment la COP21, vous avez sans doute remarqué que la question n'était plus d'arrêter
le réchauffement climatique ou de remettre en cause son existence, mais bien d'en limiter les effets. Donc c'est vraiment un point important qui est moteur pour nous. Ce qu'on peut dire sur le transport maritime, qu'il faut le rappeler, est quand même le transport le moins émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, puisque comme vous le voyez, il n'émet que 2,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en consommant 7% du pétrole de la demande mondiale. Par contre, il émet 90% des émissions soufrées. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important, qui est responsable au-delà du réchauffement climatique, qui est responsable aussi de pas mal de problèmes dans le milieu général, dans le milieu maritime. Ouais, ben, le transport maritime n'a jamais cessé de croître, hein, même dans les années de récession que l'on a pu connaître. Et on est aujourd'hui à 8,5 milliards de tonnes transportées par an sur les navires de commerce, ce qui est considérable. Donc ben, les rejets, le soufre, vous savez, hein, enfin, je ne connais pas le public. Alors, j'en reconnais quelques-uns qui sont professionnels. Donc c'est lié à la qualité du combustible. Hein. C'est du heavy fuel. Donc c'est du fuel lourd. Ce n'est pas du gasoil tel que nous le brûlons dans nos voitures. Donc la chose, le nouvel élément auquel on est confronté depuis 3 ans, c'est le contre-cycle pétrolier. Le baril de pétrole est passé de 110 $ allègrement à 30, voire un peu moins de 30. On était en une phase de légère remontée, stabilisée autour de 50 moins. Ça, vous imaginez bien que dans un sujet, pour développer un sujet tel que le nôtre, ça devient une difficulté là. La réceptivité des interlocuteurs, hein, quand vous leur dites qu'on va se décorréler du prix du baril, du coup ça devient un peu moins intéressant pour eux. Donc ce contre-cycle, il a eu plusieurs effets qu'on a essayé de lister ici. Ben, les navires qui avaient, par réaction au prix haut, qui avaient commencé à naviguer, donc à faire du slow steaming, à naviguer à des vitesses plus faibles, donc les armateurs ont repris de la vitesse, voilà, puisque ça coûte moins cher. Donc ensuite, ben, ce que je viens de dire, nos propositions à nous et tous les gens qui, comme nous, travaillent à des solutions alternatives sont beaucoup moins entendables par les industriels. Et puis les armateurs, ils ont décidé d'attendre et de choisir quelles seront les technologies qui émergeront, qui se développeront plus vite que les autres, les sujets qui seront matures avant les autres. Enfin, il y a une espèce d'attentisme. L'autre sujet qui a un impact direct sur l'industrie et également sur le maritime, donc c'est la baisse de tout ce qui est recherche. Donc là, il y a beaucoup de fabricants de matériaux de recherche, donc du simple tuyau, hein, à des outils beaucoup plus sophistiqués qui sont en train de débaucher, puisque cette recherche est pas stoppée, mais drastiquement diminuée. Et puis cela a un autre effet, c'est sur l'emploi des marins. Donc l'emploi des marins est traditionnellement un peu déphasé par rapport à l'emploi à terre, puisque l'activité marine marchande subit toujours un déphasage, vit avec un déphasage par rapport à l'industrie. Donc on avait vécu une période particulièrement propice de 1999 à 2008, qui avait même surpris certains de nous, des anciens. On n'avait jamais connu ça, hein, on avait des jeunes qui avaient le choix. Et puis depuis 2008, on a un retour de balancier qui est très, très violent. Donc voilà, donc une situation du marché de l'emploi en mer qui est tendue pour les jeunes. Alors, dans tout ça, la propulsion éolienne nous paraît quelque chose d'important parce que il y a des évolutions réglementaires qui sont tout à fait nécessaires. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut savoir que, par exemple, en Manche et en mer du Nord, il est quasiment plus possible aujourd'hui de brûler ce fameux fioul lourd qui émet énormément de vapeur, d'émissions soufrées. Donc, les armateurs sont contraints de changer par la loi, par la Convention Marpol, de mode de fonctionnement. La plupart se contentent de passer au diesel, ce qui suppose très peu de modifications des moteurs, mais oblige à payer beaucoup plus cher son combustible. Il y a d'autres solutions qui sont mises en œuvre, on en a listé quelques-unes. Ce qu'on peut dire par rapport à celles-là, c'est que leur efficacité est souvent limitée à quelques pourcents.
et celles qui sont les plus efficaces comportent en elles-mêmes aussi pas mal de problématiques. On peut parler du gigantisme des navires, hein, qui effectivement fait baisser très très fortement les émissions par tonne kilomètre transportées, mais nécessite quand même des investissements extrêmement lourds dans les ports, nécessite de construire des portiques de plus en plus énormes, notamment pour les porte-conteneurs, qui ont des impacts très très forts. Et puis c'est une massification générale des flux qui fait que derrière, il faut que ces escales de très très grands porte-conteneurs soient rentables, donc il faut des feeders qui eux sont du coup beaucoup moins efficients, mais qui font des détours pour aller justement retrouver ces hubs logistiques, et on a des marchandises qui font 8 fois le tour, j'exagère, mais qui font 40 000 km en réel, alors que la distance géographique n'était que de 8 000. Quoi. Et du contenant. On transporte beaucoup de contenants. Un conteneur à 20 pieds, ça pèse 2 tonnes 2. Si vous en avez l'équivalent de 18 000, c'est du vide, on transporte du contenant. Voilà. Alors les avantages des propulsions éoliennes là-dedans sont quand même très, très importantes. Déjà, elles sont disponibles tout de suite, aujourd'hui. C'est quand même, comme l'a dit Michel tout à l'heure, la voile n'a pas cessé d'être perfectionnée, développée sous des formes différentes, des applications différentes, mais elle a continué sa vie. Donc elle est disponible aujourd'hui et fiable en environnement marin et opérationnel. Elle permet, lorsqu'elle est envisagée en propulsion principale, de réduire de façon très importante les émissions, d'être une source de propulsion quasi unique. Donc ça, c'est quand même tout à fait exceptionnel par rapport à toutes les autres possibilités existantes. Donc derrière, on a forcément une très forte réduction des émissions, puisque de réduction de la consommation, une baisse des risques de pollution maritime, puisqu'on aura peu de fuel à bord, et puis une amélioration aussi de l'image des activités maritimes. Alors aujourd'hui, on envisage les propulsions éoliennes de deux façons. Soit en propulsion principale, soit en propulsion auxiliaire. Donc notre projet, il est en propulsion principale. Alors on vous fait un peu un tableau général, mais c'est important de voir qu'il y a plusieurs projets dans ce domaine-là, qui est une palette complémentaire de solutions pour changer un peu le transport maritime. Donc nous, c'est vraiment de la propulsion principale, mais les projets qui sont de propulsion auxiliaire, eux, s'intéressent aussi beaucoup au rétrofit des navires existants, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui existe dans ce domaine ? Donc un peu rapidement, l'état de l'art. Existe des navires comme les Ship One, donc qui sont des navires à rotor Flettner. Alors ça peut paraître étrange pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un navire roulier qui utilise ses rotors qui tournent à 150 tours minute pour générer une poussée. Et a priori, il arrive à réduire de 15 à 20% sa consommation grâce à ces 4 rotors. C'est la société Enercon, donc, qui est un énergéticien allemand qui arme ce navire. Et il y a SkySail qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, qui a fait plusieurs essais sur ces navires de voile de kite, aussi en assistance, mais qui aujourd'hui ne semble plus trop réussir à avancer sur pas mal de problématiques. Alors qu'est-ce qui navigue en termes de voiliers ? On nous a mis quelques voiliers qui nous paraissent importants aujourd'hui, notamment le Maltese Falcon, qui est un yacht dessiné par le cabinet d'architecture d'Aextra, avec un système de voile carré, des mâts autoportés, donc ils peuvent brasser. Ça fait 90 mètres. Voilà. Voilà, donc c'est quand même un navire très très puissant, très rapide, mais on voulait rappeler aussi qu'il y a des navires français qui sont pas d'hier, mais qui sont des années 90, donc Ponant, le Med 2, qui sont des très très grands navires, des très très grands voiliers, agrément complètement automatisés, voilà, donc, et construits de façon industrielle. Donc à partir du moment où on met un gréement sur un navire de commerce, on télescope la manutention des marchandises.
Vous avez vu que là, on parle de yachts ou de navires à passagers ou de navires de recherche. Donc là, il n'y a pas de manutention de marchandises. Donc, sauf sur des navires citernes, où effectivement c'est plus facilement adaptable, ou à trouver une autre solution, telle qu'on vous la décrira plus tard. Il y a ce sujet du télescopage, de l'incompatibilité ou de la difficulté à manutentionner de la marchandise sur un navire qui est gréé. Oui, alors les autres projets, j'avais prévu des images, mais elles sont pas, j'ai oublié de les mettre. Bon, désolé. Donc nous, Neoline, on va passer le plus clair de notre temps à vous expliquer ce que c'est. Donc c'est un navire de 120 mètres, de capacité de transport de plus de 5000 tonnes, propulsion éolienne principale. Il y a d'autres projets en France, comme TOWT, que certains connaissent sans doute, Transoceanic Wind Transport, qui fait déjà du transport maritime sur des voiliers de travail affrétés, donc à très petite échelle, mais qui porte ici un projet de navire neuf de longueur de 60 mètres. Il y a également Zéphyr et Boré, qui est une compagnie toute jeune aussi, qui prévoit un voilier de charge. Donc nous trois, nous sommes des sociétés qui se vivent en tant qu'opérateurs de navires, en tant qu'armateurs. Il y a également d'autres projets qui sont portés plutôt par des laboratoires de recherche, donc qui eux mettent au point des machines pour les vendre à des armateurs pour équiper leurs navires ou leurs projets. Donc je pense au Crin, donc qui développe la turbovoile, ou Van Petegem, donc ou Propel Wind. Voilà, donc ça, c'est en France, on a quand même pas mal de diversité de projets qui sont développés. Alors nous, bien, on pense qu'on est plus avancé dans notre perspective opérationnelle. Puis on a un objectif quand même qui est très très ambitieux de 90% de réduction des émissions. Je sais pas si tu... Donc le projet Neoline, c'est la conception et la construction puis l'opération d'une flotte de cargo à voile. Donc celui qu'on va vous présenter de grande façon, c'est le premier, mais c'est dans l'esprit d'en faire des suivants. Donc nos arguments principaux, vous les avez en 5 points. Donc la partie environnementale est bien sûr vient en premier, c'est ce qui nous motive à la base, ce qui motive le recours à la propulsion éolienne, la réduction de la consommation et donc de 90% des émissions. On veut également un transport industrialisé, avec la capacité de transporter toutes sortes de marchandises de la façon dont c'est transporté, chargé actuellement. Donc ça, c'est très important. On ne va pas changer la façon dont on charge les navires ou essayer d'imposer de nouveaux standards logistiques à ce niveau-là. On travaille sur les parties exclusivement propulsion et maritime. On cherche un taux de fret compétitif, ça c'est sûr, et stable. C'est vraiment l'avantage aussi amené par la réduction de la consommation, c'est que justement on a une prévisibilité du taux de fret, puisqu'on n'a plus de part variable du combustible, puisqu'il n'y en a quasiment plus. On n'a plus nécessité de faire varier ce taux de fret. Aujourd'hui, les armateurs, peut-être que tu veux l'expliquer un peu plus en détail. Dans la tarification du fret, aujourd'hui, il y a le fret que vous payez, qui correspond à l'amortissement du navire, au paiement des salaires, etc., et au fonctionnement du navire. Et puis ensuite, il y a une part qui est variable, qu'on appelle le BAF, le Bunker Adjustment Factor, qui, juste avant le début du contre-cycle pétrolier, le BAF représentait quasiment la même valeur absolue que le fret. Quand il y avait 100 € de fret, il y avait quasiment 100 € de BAF. Bon, aujourd'hui, le BAF, ils n'ont plus l'outrecuidance de l'appliquer puisque le pétrole est au prix que vous connaissez. La perspective ou l'espoir que cela reste au niveau actuel est communément admis nul. À combien ça va augmenter, dans quel délai, avec quelle pente. Voilà, certains experts vous diront que plus c'est descendu bas, plus ça remontera vite et haut. D'autres vous expliqueront que ça suit. Là, il y a quand même une convergence vers une perspective de remontée, de stabilisation autour de 65 $ le baril, c'est-à-dire aujourd'hui 40, plutôt 65, puis ça correspond au prix qui est rentable pour la plus grande partie du pétrole extrait dans le monde.
Donc les producteurs ne pourront pas rester longtemps au-dessous de ce... Donc dans un délai que je ne peux pas vous préciser, hein, je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, donc assez vite. En logique relation avec notre projet. Donc le troisième point, donc voilà, stable. L'engagement de vitesse, il faut que la vitesse, c'est pas le manque de vitesse, la lenteur, on va dire, c'est pas un grand sujet pour un chargeur. Pour un chargeur, le sujet, c'est la fiabilité, le fait d'être à l'heure. Que vous lui annoncez que son conteneur va être 30 jours au lieu de 20, c'est pas un grand problème, surtout si ça coûte un peu moins cher. Par contre, il faut s'engager sur la date, la ponctualité. Voilà. D'ailleurs, je refais un grand flashback historique. En fait, ce qui a tué la voile, c'est ça, c'est le manque de ponctualité. C'était moins cher, mais déjà, à la fin du 19e, toute l'économie était basée sur le flux tendu. Et déjà, les chargeurs voulaient savoir, ne voulaient plus stocker, voulaient savoir les délais approximatifs. Donc voilà. Donc il faut annoncer des vitesses fiables. Et donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des connaissances qui ont augmenté, et notamment les prévisions météo. Donc notre navire, on prétend l'exploiter à une vitesse faible. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc c'est de l'ordre, c'est 11 nœuds. Le plan d'affaires est basé sur une vitesse commerciale de 11 nœuds. Et puis dans les derniers éléments clés du projet, ce qui nous sert à convaincre les chargeurs, donc c'est le transport labellisé. Il est évident que quelqu'un qui, par exemple, aurait à transporter des pales d'éoliennes, ou je dis n'importe quoi, de tout ce qui concerne les énergies renouvelables, trouverait un bénéfice d'image à le transporter de façon un peu plus vertueuse. Donc les porteurs du projet, nous sommes présentés tous les deux. Nous sommes 9 au départ, membres cofondateurs. Donc il y a, je vais balayer rapidement, donc Eric Gavotti, il vient du milieu de la banque. Philippe Vidot, qui est un vieux camarade, un ancien navigant, qui lui a versé dans l'armatoria depuis 30 ans. Jean-Jacques Vidal, lui, il est plus commercial et communicant. Il est dans le milieu du vin. À la base, puis il s'en est diversifié. Voilà. Au-delà, les 5 que je viens de citer, nous formons le comité de direction, le CODIR, puisque la société est installée à Nantes, mais nous sommes un peu, répartis géographiquement en France. Voilà. Les autres, il y a 2, alors à force d'être jeunes, ils arrivent à 40 ans, d'autres plus jeunes navigants. Un autre jeune du même ordre qui lui est dans la recherche pétrolière et plus dans la technique, dans l'électronique, etc., l'automatisation. Nous avons également un associé québécois qui est dans les solutions de courtage de CO2. Et il m'en manque un. Ils sont 3 navigants, pardon. Pas 2, 3. Voilà. Alors, pour ce qui est du navire, le Neoliner, donc en premier lieu, on part des performances qu'on en attend. Donc voilà, on les a listées là. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir en termes d'émissions, un changement très important par rapport au transport classique. On est sur une traversée océanique entre 1 et 3 grammes de CO2 émis par tonne-kilomètre. Comparé aux autres navires, vous voyez que ça fait vraiment pas beaucoup. Et même face à un porte-conteneur de 5500 EVP qui est beaucoup plus grand, donc qui bénéficie d'un effet d'échelle à plein en sa faveur, on reste beaucoup plus économe en termes d'émissions de CO2. Alors comment arriver à un tel niveau ? Ça peut paraître... Enfin voilà, il faut l'expliquer, quoi, hein. Et il y a vraiment 3 piliers pour y arriver. Parce que souvent on parle vraiment beaucoup de la technologie, de l'optimisation du navire par les ingénieurs, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a aussi la façon dont on opère le navire. Et nous,
on peut aller à ces niveaux-là parce qu'on veut opérer le navire, on va l'opérer, et la façon dont l'équipage est formé et impliqué dans la marche du navire et dans l'objectif de réduire les émissions est une part très très importante de cette réduction. Et donc on va travailler sur tous ces aspects-là au même titre que l'optimisation technique du navire, notamment le routage météo, le choix de la route initiale. C'est évident que c'est sur une route transatlantique très bien vantée qu'on peut arriver à de tels niveaux. Si on est sur la Méditerranée ou sur du cabotage européen, si on multiplie les escales annuellement, ça va réduire ce bilan. Il restera excellent, hein, mais on n'ira pas à de tels niveaux, puisque si on fait, je sais pas, 30 escales dans l'année, on a 30 bonnes raisons d'éviter d'être en retard en mettant du moteur avec la voile. Si on en fait 400, ça fait beaucoup plus si on fait 400 escales, ça fait beaucoup plus de bonnes raisons d'allumer le moteur. Donc de mauvaises raisons d'allumer le moteur. Alors le schéma opérationnel, c'est un exemple, c'est une hypothèse de travail qu'on veut vous présenter pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler en termes de lignes. Donc là, c'est une ligne avec 4 escales, 2 de chaque côté de l'Atlantique, Rotterdam-Le Havre d'un côté et Québec, cette île. Alors dans un sens, ça va mieux que dans l'autre, vous vous en doutez bien, et donc on n'a pas le même transit time d'un sens et dans l'autre, et puis aussi on n'aura pas tout à fait le même taux de moteur dans un sens que dans l'autre. Il y a un des sens où on n'aura pas de moteur du tout, quasiment toujours. Mais voilà, vous voyez un peu comment ça peut se dérouler là, avec des temps d'escale, des distances et la totalité de potentiel de transport annuel. Donc ça, c'est une hypothèse pour le business plan, pour le plan d'affaires. Il est évident qu'à terme, il faut arrêter de faire de l'épicerie, il faut diminuer le nombre d'escales. Idéalement, il y a une escale de chaque côté, ce qui améliore l'exploitation. Donc le choix des bassins drainants, etc. est fondamental, l'identification des flux, sujet auquel nous sommes attelés. Bon, on va enfin vous montrer le navire. Donc voilà le navire. Donc le navire, vous demandez par où ça se charge, c'est un roulier. Donc comme les ferries, il y a une porte à l'arrière, donc ça se charge par l'arrière. C'est un roulier. Le gréement, vous avez vu sa particularité, c'est un gréement duplex. Donc le gréement duplex, c'est pas du tout nouveau, puisque c'est un ingénieur belge qui a décrit ça en 1957. Par contre, qui n'a jamais été, Pierre Maric, qui n'a jamais été construit dans cette échelle-là. Ce que vous voyez là, nous l'avons, on aurait dû le dire au départ, tout ce que vous allez voir ici de plans, de silhouettes, de plans d'affaires, etc., nous l'avons développé en interne. Vous avez compris que l'équipe des 9 là présente des complémentarités certaines. Donc nous l'avons développé en interne depuis plusieurs années. Et donc ce n'est que depuis une petite année que nous achetons des prestations pour le dérisquage, pour lever les risques. Donc nous avons acheté de la prestation pour lever le risque technologique. Donc regardez si le gréement duplex donne bien les épures que nous avons prévues. Idem sur la carène. Idem, un autre sujet pour un plan d'affaires sérieusement établi, il faut le prix du navire. Donc on a pu faire coter le navire, tout ça coûte. Et puis l'autre partie, alors techniquement, il n'y a rien, tout ce que vous voyez, un mât de cette taille ça existe, une carène de cette taille ça existe, les dérives que vous voyez dessous sont des stabilisateurs, ça existe de façon industrialisée, rien de tout ce que vous voyez, le pod existe, rien n'est prototype. En fait, ce qui est original et prototypal, c'est la combinaison des choses. Qu'est-ce qui n'existe pas? Je vois. Elles ne sont pas rigides. Alors ça, c'est un sujet. Alors les voiles rigides, ça existe. Donc ce sont des ailes, on appelle ça des ailes. Le rendement d'une aile devient excellent à partir du moment où le profil est asymétrique. Et avec une aile rigide, c'est compliqué d'avoir un profil asymétrique. Avec une aile souple, textile, avec deux membranes, c'est faisable. Et vous m'amenez exactement où je voulais aller. C'est faisable, ils savent le faire sur des mâts qui ont une quinzaine de mètres de hauteur, mais c'est pas du tout ce que j'appellerais industrialisé.
C'est de l'ordre de la recherche du prototype, c'est-à-dire ils sortent, ils naviguent 2 heures, c'est un peu cassé, un peu déréglé, il faut rentrer au stand et régler. Nous, ce que nous cherchons, notre prétention, c'est encore une fois d'offrir un service fiable au même prix que les autres. Hein, donc nous recherchons des versions, des solutions industrialisées. Donc ce sont des voiles tout à fait normales et des voiles de cette dimension, des mâts de cette dimension, ça existe aujourd'hui. Ça existe déjà. Donc vous avez les principales caractéristiques du navire. Je vais quand même vous le dire, j'en avais parié que je le dirais. Bon, on va dire qu'aujourd'hui le navire est plutôt à 136 mètres qu'à 120. Puisque les recherches de partenaires, de chargeurs, etc. nous amènent... En fait, c'est simple. Quand vous bâtissez un projet comme ça, vous avez une ébauche, je vais être obligé de lâcher le micro. Vous avez une ébauche technique, vous avez du fret. Le fret que vous trouvez fait évoluer le navire technique, le projet technique, etc. jusqu'à arriver à concevoir un navire avec son chargement. Et là, vous trouvez les investisseurs et vous bâtissez le navire. Donc aujourd'hui, le navire est plutôt à 136 mètres de long par 23,50 mètres de large. Voilà, je vous laisse regarder un peu les puissances. Vous avez remarqué également qu'il y a 12 passagers, donc il y a 6 cabines. Il y a 6 cabines doubles, cabines confortables puisqu'il y a de la place, hein, avec un balcon privatif, puisque c'est sur des lignes où on sait pouvoir trouver des passagers qui est un appoint. C'est pas du tout le cœur de cible du projet, mais c'est un appoint. Donc le navire, c'est un navire roulier assez simple. Donc ce que vous avez au-dessus, c'est le garage principal. Dans la version à 136 mètres, il est un peu plus long que ça, mais surtout il est plus haut, il est à 6,40 mètres de haut. Dessous, vous avez un garage inférieur qui est à 3,50 mètres et dessous, vous avez une bascale, une sorte, ce qu'on appelait sur les vieux navires, il y a longtemps, les soutes à valeur, hein, dans laquelle par contre on descend en vertical, les 2 autres volumes étant accessibles en roulant. Ce qui est dessiné en très fin, ce sont des containers, mais clairement la cible de ce navire, ce ne sont pas les containers. Mais quand on dimensionne un navire, on le fait toujours en multiple de containers. Et la rampe, et vous voyez sur la silhouette du dessus, la rampe arrière, donc qui donne accès. Ensuite, il y a une rampe intérieure qui descend du garage principal au garage inférieur. Voilà. Alors Michel a dit très justement que c'est un navire déjà industrialisé, qui s'efforce d'utiliser les technologies telles qu'elles sont aujourd'hui et de les combiner de façon innovante. C'est vraiment une combinaison qui rend la combinaison qui rend le navire, c'est pour ça qu'on l'appelle innovant. Cela dit, il y a quand même des points remarquables qui certes sont peu risqués parce que déjà utilisés sous d'autres formes ou sous des tailles proches, mais qui sont des sources, des nids sur lesquels continuer à creuser, aller plus loin, découvrir de nouveaux champs d'optimisation, de réglage, et qu'on va vous décrire là. Donc le gréement duplex, c'est une forme de gréement qui peut paraître étonnante au premier abord, mais elle nous est parue logique dans la mesure où, grâce à ce gréement, les mâts reposent sur les membrures du navire. Hein. Un roulier, surtout, c'est une grosse boîte à chaussures. Si on fait peser quelque chose au milieu du pont, ben, c'est pas génial. Donc nous, on est fort sur le bordé. Du coup, le gréement duplex, à ce niveau-là, il est vraiment intéressant d'un point de vue architectural. Un point de vue stabilité transversale, c'est pareil. Là, on a un haubanage très simple qui profite de la totalité de la largeur du navire. Donc c'est aussi à ce niveau-là beaucoup plus facile d'assurer la stabilité transversale. Et puis, en plus, c'est un gréement qui assure aux allures de près et très, très portantes, on va avoir le bénéfice de quasiment 2 gréements. Pas tout à fait, bien sûr, hein, on est plutôt sur 1,6, enfin, ça change suivant les allures, mais au près
et au portant, on va être vraiment, vraiment bénéficiaire au détriment de l'allure de travers en vent apparent, où là, il y a un gréement qui est complètement masqué. Mais cette allure-là, ça ne nous embête pas trop, puisque c'est une allure où tous les navires marchent bien. Même avec un gréement sous-dimensionné, on avance quand même assez vite. Du coup, ça va être... En gros, on sacrifie de notre vitesse maximale pour améliorer notre régularité de vitesse. Et ça, sur un navire marchand, c'est pile ce qu'on essaie de faire. Donc vraiment, c'est un gréement qui est très intéressant à ce niveau-là. En plus, on augmente la surface vélique en réduisant le tirant d'air. Là aussi c'est très bien. Ensuite, il y a un autre élément sur lequel on essaie d'insister au maximum, c'est la surface anti-dérive. On voit des fois des projets qui sont super en termes d'aéro, mais sous l'eau, c'est pas très clair. Nous, on essaye au maximum de ce qui est possible d'avoir une anti-dérive importante, parce que c'est vraiment ça, la performance du navire au près est vraiment dépendante de cette surface anti-dérive. Cela dit, pour pas trop avoir de frottement, il faut allonger cette dérive sous-marine au maximum, mais du coup c'est très difficile d'entrer dans les ports. Donc on a des plans anti-dérive rétractables qui sont directement dérivés des stabilisateurs anti-roulis qui sont utilisés sur les plus gros bateaux, les plus gros navires à passagers ou navires porte-conteneurs. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on en a changé l'angle. Donc cela suppose des changements assez mineurs sur le design, après en avoir discuté avec les constructeurs de ces appareils. Donc ça, c'est aussi un point très important. Oui, c'est aussi actif. Voilà, au-delà de la surface, c'est aussi actif en rotation. Donc on peut modifier la portance apportée par ces plans anti-dérive en temps réel. Alors il faut encore élaborer tout le programme qu'il y a derrière pour ça, mais ça promet vraiment des capacités d'optimisation de la marche très bonnes. Et puis en plus, ça va influer pas mal aussi sur la gestion de la stabilité du navire. Donc ça, c'est des points importants. La carène, vous avez remarqué peut-être avant, où sont les moteurs, puisqu'il y en a quand même, puisqu'il faut faire de l'électricité. On a décidé d'utiliser au maximum l'espace disponible et valorisable commercialement pour la marchandise, et les moteurs, on les a relégués tout à l'avant. Là où de toute façon on ne pourra jamais rien charger, et donc c'est une propulsion électrique, ce qui nous libère de la liaison mécanique entre les moteurs et les propulseurs, puisque le pod que vous voyez ici donc est bien à l'arrière. Alors dans une version initiale, on les a pensés diesel pour faire le plus rapidement possible. Aujourd'hui on travaille aussi sur le sujet GNL, puisqu'on a des partenaires Europe Technologies qui sont très intéressés pour développer ça à très petite échelle comme la nôtre. Sur la carène, elle vous paraît peut-être... En fait, un armateur qui construit un navire de commerce, il construit d'abord une cale, il identifie, il trouve un fret, il en dessine une cale pour le contenir, et autour, il dessine une carène. La carène, depuis l'augmentation du prix du pétrole depuis 25 ans, on y met de plus en plus de soins. Donc nous sommes partis de l'idée inverse. Nous avons d'abord dessiné une carène de voilier. Puis on a travaillé sur un premier projet auparavant, sur un bateau qui était beaucoup plus petit. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir charger le navire, il fallait dégrader les qualités voilières. Sur un navire beaucoup plus petit de 50 mètres, la dégradation était très nette. Et nous nous sommes rendus compte là que sur un voilier, sur une coque de 120 ou 136 mètres, on pouvait toutefois conserver des qualités voilières remarquables. Voilà pourquoi la vitesse moyenne, vous avez compris que c'est moyenne aller-retour transat, est toujours de 11 nœuds. Parce qu'un roulier, autre chose que peut-être... Encore une fois, je ne connais pas vos connaissances. Un roulier, ça ne charge pas en masse, ça charge en volume ou en mètres linéaires, ça ne charge pas en masse. Là, on parle d'un deadweight de 5300 tonnes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc la carène reste vraiment travaillée. Pour vous dire les choses, on a même dû la dégrader pour prévoir l'attinage, c'est-à-dire le passage en cale sèche et l'accoster contre un quai, parce que là, il faut des surfaces planes, sinon ça ne marche pas. Sinon, on avait réussi à charger, à construire un roulier où il n'y avait quasiment pas de surface plane. Mais bon, à un moment donné, encore une fois, le réalisme industriel.
Alors pour vous présenter un peu nos partenaires, vous dire comment on va développer tout ça. Le concept, vous l'avez vu, est quand même déjà très mature, mais c'est dans le détail qu'il faut maintenant tout travailler. Donc on s'est associé à des partenaires techniques reconnus, comme donc notamment au sein du réseau Neopolia, qui a construit récemment le Loire-Princesse et l'Elbe Princesse pour ceux qui le connaissent. Donc sur le site de STX, mais qui en fait regroupe des sous-traitants d'STX et qui cherchent par là des débouchés différents de leurs clients quasi uniques STX. Alors Neopolia, je parle là de la branche marine, bien sûr il y a d'autres branches dans le cluster que je connais beaucoup moins bien. On travaille aussi avec Merforte, que certains d'entre vous connaissent également sans doute, donc, qui est associé généralement à l'écurie Mer Agitée de Michel Desjoyaux, qui travaille donc sur la partie aéro et qui nous a déjà fait une étude de dérisquage justement sur les performances véliques. En termes de bureau d'architecture costaud, on travaille avec Bureau Mauric, donc qui va être vraiment l'ensemblier de tout ça. Et on travaille bien sûr beaucoup avec l'ENSM, donc surtout à Nantes, pour le développement des référentiels de formation, mais pas seulement, les sujets réglementaires, les sujets de l'ergonomie du poste de travail, de la place du marin à bord, c'est quand même très important. Voilà, donc on forme tous ensemble un consortium technique. On a déjà réalisé ce qu'on appelle les études de faisabilité et puis on va démarrer bientôt les études de développement du projet à proprement dit, qui sont encore les points vraiment d'innovation sur lesquels il nous faut avancer avant de passer à la construction. Pour ceux que ça intéresse, je détaille rapidement ce qu'on fait chacun. Donc vous pouvez voir qu'on a un peu chacun notre domaine de compétences, notre brique dans le navire. On se répartit les tâches comme ça, hein. Donc ça reprend un petit peu ce que j'ai décrit tout à l'heure avec Europe Technologies qui travaille notamment, je ne l'ai pas dit, sur le GNL avec sa filiale Cryotech Containment et également sur tout ce qui est l'utilisation de l'énergie sous contrainte, puisqu'on va avoir à bord du navire tout un tas d'énergie contrainte dont il va falloir tirer le meilleur parti possible à tout moment de la vie du navire. Donc quand il est sous voile, quand il est en train de manœuvrer à l'entrée des ports, à quai, en train de charger. Voilà, tout ça, il y a beaucoup d'éléments de développement possibles. Et puis un champ énorme dont il faut parler, c'est la marche hybride, hein, l'addition des voiles et du moteur, où tous les amateurs de croisière à la voile le savent. À mettre un peu de moteur peut des fois décupler ce que nous donne le gréement. Donc là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, comment régler le pas de l'hélice en fonction de l'allure, etc. Donc c'est vraiment un champ très intéressant. Oui, alors nous, tout ce petit monde-là, on est aussi réunis au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc on n'est pas que Pays de Loire, on est aussi en Bretagne par le pôle mer. Donc on est en cours de labellisation auprès d'eux pour le financement de nos études. Alors maintenant, sur les aspects plutôt commerciaux, on a essayé de vous décrire un petit peu comment on développe notre modèle économique, sur quoi, qu'est-ce qu'on vise. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, les porte-conteneurs sont très grands et bénéficient d'un effet d'échelle très important. Donc du coup, on cherche absolument à se dégager des lignes sur lesquelles ils sont et à desservir des ports secondaires qui sont eux bien adaptés à notre navire. Donc, et à transporter en plus des frettes qui sont peu ou pas conteneurisées. En fait, quand vous voulez vendre quelque chose, surtout si le service existe déjà, il faut forcément, ça c'est le réalisme économique, il faut s'aligner sur les prix qui sont déjà pratiqués. Sinon, vous ne trouverez pas de clients. Donc, dans les prix pratiqués, il y a de tout. Un conteneur, sachez qu'aujourd'hui, cela coûte plus cher de transporter un conteneur du Havre à Paris que de Shanghai au Havre. Au sens propre. Hein. Ça coûte 50 € de plus le segment routier. Voilà. Ce qui est totalement illogique.
mais qui n'est pas prêt de changer à mon avis. Tout ça, c'est lié à la surcapacité, à la concurrence, etc. Voilà. Donc le marché du conteneur, c'est absolument pas ce que nous visons. Par contre, il y a des frais qui existent aujourd'hui. Donc sur les 8,5 milliards que j'évoquais tout à l'heure, vous imaginez qu'il y a plein de choses différentes qui voyagent par la mer. Donc il y a des frais qui sont valorisés à des taux qui permettent à notre société de satisfaire à notre modèle d'affaires. Donc il faut identifier ces frais, à ces taux-là. C'est ce que nous sommes en train de faire en achetant également des études commerciales qui sont d'ailleurs payées en partie par la Banque publique d'investissement. On avait prévu de le dire plus tard. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver, Jean a dit, géographiquement, 2 ports qui ne sont pas déjà reliés par une ligne régulière, et autour de ces 2 ports, deux bassins drainants industriels qui produisent des projets industriels, donc ce qui s'appelle du projet de cargo, hein, donc des usines, des morceaux d'usines. Je vous ai parlé d'éoliennes, des choses comme ça, des grosses pièces, donc qui rentrent en roulant dans le garage. Hein. Sachez que le projet de cargo a tendance à passer déjà de plus en plus, encore une fois, nous ne sommes pas innovants là-dessus, a tendance à passer de plus en plus sur des navires rouliers aujourd'hui, puisque ça présente des avantages. Bon voilà, le schéma, c'est ce qu'on pourrait imaginer comme fluctuation des cours du pétrole, donc du BAF en rose, des cours du fret en bleu. Vous voyez que tout ça, c'est un peu chaotique, absolument pas. C'est quelque chose qu'on a posé comme ça un peu au hasard. Il y a des périodes d'augmentation, des périodes de baisse. Ce à quoi nous prétendons, nous, c'est la stabilité, c'est la prévisibilité. Donc il y a forcément une augmentation puisque les coûts d'exploitation du navire augmentent, mais il y a une augmentation qui est tout à fait prévisible à 10 ans, sans problème. Donc dans un premier temps, donc vous l'avez vu tout à l'heure, c'était un exemple, mais c'est un exemple que nous travaillons. Donc c'est une liaison transatlantique. Donc déjà géographiquement, c'est un gros avantage. Il n'y a jamais d'absence de vent. Ça c'est bien. Même s'il est contraire, si vous avez un voilier qui a des capacités voilières, une épure qui vous permet, qui est optimisée, le tout c'est d'avoir du vent. Ça va allonger la route, mais on va aller vite et on va arriver à l'heure prévue. Donc transatlantique, donc Europe du Nord, Amérique du Nord, Canada. Pourquoi pas descendre un peu plus bas. Dans ces régions-là, ce qui est visé d'abord, c'est le matériel roulier, donc qui se charge en roulant hors norme. Vous avez par exemple tout ce qui est matériel minier. Vous voyez, les camions des mines, ce sont des bazars qui font 6 mètres de haut, qui font 5 mètres de large, qui pèsent 100 tonnes, qui ont des roues de 3 mètres de diamètre. Tout ce qui est matériel agricole, ça existe aussi. Tout ce qui est matériel qui n'est pas forcément roulant, mais qui peut être transporté en roulant. Donc je reviens sur mes éoliennes, hydroliennes, tout ensemble industriel, qui pour des raisons de manutention sont chargés et manutentionnés sur ce qu'on appelle des remorques surbaissées en acier. Voilà. Ça existe, hein, c'est quelque chose de... Et puis, bon, s'il reste un peu de place, pourquoi ne pas prendre quelques conteneurs ou quelques véhicules normaux? Mais voilà, la cible, c'est vraiment la cible commerciale. C'est là que sont pratiqués des taux de fret qui sont déjà tout à fait satisfaisants pour nous. Donc, ce sont les 2 premiers points. Alors, je vois que l'heure tourne, donc on voulait aussi vous montrer un petit peu la structuration, qu'est-ce qu'il y a dans ce taux de fret qu'on va facturer par rapport, on va dire, au fret actuel, pour aussi que vous puissiez voir, même aujourd'hui, l'importance du poste combustible dans la facture finale, quoi, hein. Donc nous, cette quasi-disparition, on en profite pour pouvoir faire des navires qui vont moins vite, tout ça, enfin... En grande partie, c'est ça, quoi. Ils sont un petit peu moins optimisés en termes de capacité de transport par rapport à un navire de la même taille. Et puis surtout, il va aller moins vite. Et c'est pour ça que vous voyez que tous les autres coûts, ils augmentent de façon un peu géométrique par rapport à un navire roulier conventionnel, puisque le navire roulier de la même taille, comme il va plus vite, à la fin de l'année, il aura transporté plus que nous. Voilà.
Donc c'est pour ça que ces coûts fixes sont baissés par rapport aux nôtres. Mais on se rattrape sur le combustible qui disparaît quasiment chez nous. Alors là joue aussi de notre côté un peu contre nous le fait qu'au départ on n'aura qu'un navire, donc il y a un certain nombre de coûts de structure fixes qui sont plus importants au départ. Mais on peut aussi espérer à l'avenir qu'il commence à y avoir des incitations positives à fonctionner avec des modes de transport plus respectueux de l'environnement. On pense bien sûr à la taxe carbone qui serait réellement incitative, surtout pour pallier à des modifications du coût ces effondrements des coûts pétroliers qui sont assez difficiles à gérer pour tous les projets qui se veulent alternatifs, y compris pour l'éolien ou les énergies marines. Taxe carbone que Jean évoque là, mais qui n'est pas du tout prévu dans le plan d'affaires tel qu'aujourd'hui. Hein. Là, le projet, nous le travaillons dans l'hypothèse où il n'y a pas de taxe carbone. Si un jour ça venait, effectivement, on pourrait lancer 5 ou 6 navires d'un coup. Alors, je voulais vous montrer aussi qu'on était allé assez loin quand même dans un certain nombre de développements au niveau des coûts, pour que vous puissiez un peu voir comment ça se montre. Et puis aussi nos hypothèses de répartition du remplissage à bord. Vous voyez que les conteneurs, ce qui s'appelle EVP, équivalent 20 pieds, on en met 2 sur un camion de 38 tonnes. Les EVP représentent une faible part, on l'espère, du mix final. Alors au niveau commercial, comment on se développe de notre côté, puisqu'on vous a parlé pas mal du pendant technique. Le commercial est très 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 important également, bien sûr. Le technique ne peut pas exister s'il n'y a pas de rentabilité prouvée du système. Donc on a déjà notre modèle économique qui est quand même bien développé en termes de prévisionnel, d'exploitation. Maintenant, on travaille vraiment sur tous les sujets de lignes, de secteurs, à qui on s'adresse exactement, comment on va vendre notre projet aux chargeurs. Et là, on est en train de commencer la prospection à la fois en Europe et en Amérique du Nord. On a déjà des chargeurs qu'on connaît depuis plus longtemps, avec qui on discute, qui nous ont donné pas mal d'infos, mais là on commence vraiment le travail, je dirais, de détail auprès de tout un chacun. Et puis pour nous épauler dans cette lourde tâche, on travaille avec 4AM consultants, donc, qui sont une équipe d'économistes des transports, vraiment logistique et transport, basée à Paris. Le projet, en termes de développement plus général, donc le regroupement de l'économique et du technique, on considère qu'aujourd'hui, il entre tout juste dans l'étape de développement, puisque la première étape, c'était l'étape de faisabilité, où on dérisque le projet sur les aspects techniques et où on montre l'opportunité commerciale, c'est-à-dire qu'on est en capacité de proposer un service qui est objectivement intéressant pour les chargeurs et répond à un certain nombre de besoins pour eux, notamment en ce qui concerne la desserte de ports, aujourd'hui pas desservis ou très mal desservis par le commerce actuel. Voilà, donc on entre aujourd'hui dans l'étape de développement et puis voilà, il y a un petit peu comment on prévoit d'affecter nos ressources dans les prochains mois pour permettre d'avancer jusqu'à l'étape de réalisation. Alors à plus long terme, vers où on veut aller, vers le développement d'une flotte complète. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est un prototype, un projet de premier navire, puis il y en aura un deuxième qui profitera du retour d'expérience du premier. La principale chose qu'on voudrait, le principal point sur lequel on veut pouvoir évoluer, notamment, c'est la taille. La taille, vous l'avez compris, est un point très très important à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on s'est volontairement limité à une taille qui nous paraît réaliste, à la fois compte tenu des capacités de notre équipe,
rassembler, à crédibiliser le projet, mais également en termes de retour d'expérience sur ce qui s'est passé jusqu'ici, notamment avec le plus grand voilier de charge au monde, enfin en tout cas le plus lourd, qui était France 2, donc un navire français au début du XXe siècle, qui avait 10 000 tonnes de déplacement. Donc on a décidé de ne pas dépasser ces 10 000 tonnes de déplacement pour notre premier navire. Voilà, pour pas aller tout de suite. Encore une fois, des éléments constitutifs qui sont déjà industrialisés. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de risque techno. Voilà. Mais par la suite, on veut s'en libérer et aller beaucoup plus loin, tout en sachant qu'il y aura une limite à la possibilité de la propulsion vélique avec la taille. On peut vous dire également que le projet est soutenu aujourd'hui par BPI France et la région Pays de la Loire, donc qui nous aident notamment dans nos prospections commerciales pour financer nos recherches. Puis quelques vues du navire pour terminer cette présentation. Voilà, merci beaucoup. Et j'aurais voulu avoir quelques éclaircissements sur la manœuvre du gréement. Vous ne nous avez pas dit comment on réduisait la voilure, par exemple, tout simplement, dans le but de réduire l'équipage, que ça se passe tout seul, quoi. Alors, on peut le faire. Vous avez lu dans l'extrait du prévision de l'exploitation, l'équipage est de 15. Donc autant l'établissement que la réduction que les ajustements d'allure, tout ça est fait de façon mécanisée, donc hydraulique. Oui. Télécommandé depuis la passerelle, voilà. Donc avec des capteurs. Mais c'est des enrouleurs de. Ouais, c'est très classique. Oui. Oui, ça. Il y a même plusieurs solutions qui existent déjà dans ces tailles-là. Oui, mais je voulais vous demander. C'est un sujet que l'on n'a pas, sur lequel on n'a pas finalisé. Donc on ne va pas vous dire on a adopté ci ou ça. On a balayé les différentes possibilités. On travaille avec des gens, des professionnels qui ne sont pas mentionnés là, d'autres. Vous avez compris qu'un sujet comme ça, on le développe dans les réseaux personnels. Donc nous sommes quelques-uns à être dans le métier depuis quelques années. Donc on sait exactement les différentes possibilités qui existent. On sait qu'elles existent à des coûts compatibles avec le projet. On sait qu'il y a des sujets qui sont incompatibles avec le projet. Propelwind, on l'a noté. Patrick Englebert, moi je travaille avec lui depuis des années. C'est très beau, une aile fixe, c'est très beau, mais ça coûte trop cher, par exemple. Voilà. Donc il y a des choses que l'on a éliminées, écartées. Par contre, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quel est le système EXA d'un rouleur. C'est une réduction classique. J'ai oublié une chose, c'est la réduction en urgence. Ça, c'est sur ces grands voiliers-là, il y a un dispositif particulier. J'ajoute un mot quand même. Il y a une trentaine d'années, on a réalisé à Lorient deux voiliers de travail avec un gréement goélette et Foc-Baumé. Le Jules Verne Phoenix. Le Jules Verne Phoenix. Les halls et le Cadoudal. Des enrouleurs verticaux et la manœuvre se faisait entièrement de la timonerie. Oui, c'est ça. Mais un rouleur hydraulique et écoute un vérin mouflé. Je vous donne le tuyau parce que c'est ce qui a rendu le meilleur résultat. Oui, mais nous travaillons avec des gens qui sont... C'était pas un petit bateau. dont je ne dirais pas le nom ici. C'était déjà un bateau de 20 mètres de long et c'était très, très probant au point de vue de la commande entièrement automatisée. L'équipage ne touchait pas un filin ni une voile. Évidemment, toutes les idées sont bonnes à prendre, mais nous avons, au-delà des gens dont vous avez vu les noms et les sigles, nous avons un réseau d'amis et partenaires, dont des gens qui ont construit les plus grands mâts au monde, et les plus grands gréements. Oui, alors merci pour cette présentation. J'ai une question. Je comprends bien que le poste de combustible est très réduit, puisque vous réduisez de 90% les gaz à effet de serre. Mais est-ce que ce ne serait pas possible de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout d'émissions en faisant en sorte qu'il y ait des batteries électriques qui soient par exemple rechargées lorsque le navire fonctionne avec un vent favorable et qui fait tourner l'hélice par exemple du moteur et qui recharge une batterie, quoi.
effectivement, ce sont des choses auxquelles on pense très fortement depuis le début du projet. Mais Michel vous disait souvent à bord que les vulnérabilités ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Et vous avez 2 équipements à 50% de fiabilité, l'ensemble est à 0 à 25%. Hein, du coup, on a décidé de se concentrer pour le premier navire sur les 90%. Mais on est bien conscient qu'il reste 10. Et par exemple, pour aller dans votre sens, un point qui paraît pas, mais c'est la production d'électricité à bord lorsque le navire est sous voile. Rien que ça, c'est 5% du total. Donc, enfin, c'est la moitié des 10, quoi. Voilà. Du coup, alors qu'on est sur une puissance assez faible, de l'ordre de 200 kW, même pas, par rapport aux 3000 kW qu'il nous faudra pour manœuvrer dans les ports. Donc là, tout à fait, notre prochaine étape, sur le numéro 2, ce sera d'être à 0 émission lorsque le navire est sous voile. Et puis, alors le GNL réduira quand même pas mal déjà notre impact dans les ports, mais l'étape encore après, c'est effectivement carrément le zéro émission tout court. Mais voilà, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires. Oui. Est-ce que vous avez pu bénéficier des travaux des ACH? Alors, j'ai rencontré un ancien des ACH qui a travaillé sur la série des Wind. Certains sont encore chez STX et on espère bien pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience. On a aussi, avec Michel Chapalin, qui était directeur technique chez Services et Transports, quand il gérait Club Med 2, qui fait encore aujourd'hui les arrêts techniques de Club Med 2, qui navigue toujours. Donc qui, lui, même s'il n'a pas dessiné les plans, s'occupe de gérer les arrêts techniques de ce gréement, etc. Notamment, d'ailleurs, il travaille dessus. Il n'y a pas longtemps, un Merfert aussi est intervenu. Donc voilà, on s'inscrit dans cet héritage. On essaye, en tout cas. Est-ce que dans la flotte que vous envisagez à l'horizon 2050, vous avez prévu des cargos qui feraient plus de cabotage sur nos côtes pour un peu désenclaver tout ce qui est le transport routier en fait, d'une part pour résorber ce problème de pollution des transports routiers, des camions, parce qu'on arrive à saturation, et d'autre part pour faire fonctionner des ports de dimension secondaire sur le littoral français, je pense. Donc dans la suite des navires, donc retour d'expérience du premier navire, pourquoi pas diversifier, aller sur autre chose que des rouliers. Ça c'est clair, la technologie peut s'adapter à 2 ou 3 autres formes. Par contre, là vous parlez de l'exploitation en termes de géographie. Plus la liaison est courte, plus vous aurez du mal à être ponctuel en ne consommant pas d'énergie fossile. Ça c'est incontournable. Hein. Si vous voulez arriver 3 heures après, et si ce jour-là il n'y a pas de vent ou qu'ils sont contraires, vous allez faire 3 heures de moteur. Voilà. Donc là, il y a effectivement une limite de l'exercice. Les derniers grands voiliers dans l'histoire, début du XXe siècle, sont demeurés rentables sur des lignes très lointaines et des frettes peu valorisées. La laine d'Australie, les nitrates du Chili, etc. Aujourd'hui, un voilier pourrait être rentable sur une toute petite traversée, mais un voilier de petite taille avec un fret très valorisé. C'est ce que font certains TOWT qui affrètent des bateaux que certains connaissent ici, enfin possèdent ici. Voilà. Là, dans ces tailles intermédiaires de navires marchands, on est un peu à la limite de l'exercice. Oui. Ouais. En vélique, en propulsion vélique principale. Si je peux me permettre d'ajouter, le transport routier, effectivement, est un problème européen, mais qui, en fait, même le transport maritime conventionnel n'arrive pas à combattre le transport routier, quoi. Parce que c'est vrai que les industriels, ils ont le choix entre un transport de 2 semaines ou un transport de 3 jours. Et même si les coûts sont plus faibles avec le 2 semaines, la souplesse logistique, le fait de ne pas avoir à prévoir est tellement
est tellement forte qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour le transport maritime conventionnel de s'installer sur le cabotage en dehors des dessertes des grandes lignes, quoi, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le feedering. Voilà. Et donc on a décidé pour notre premier navire en tout cas de pas s'attaquer à ça, mais ça reste une vraie question à travailler. La solution est le camion en voile. J'en reviens un peu en arrière sur la partie technique. Je me posais la question de votre capacité à manœuvrer de manière autonome pour les accostages, pour diminuer les coûts de remorquage éventuellement. Alors pendant des années, on a dimensionné les équipements pour que les navires soient autonomes jusqu'à 25 nœuds. Et sur les constructions depuis une dizaine d'années, on est plutôt à 35 nœuds. Voilà. Donc là, on a un pod, voire deux. Ça fait partie aussi des évolutions là, donc très probablement plutôt deux pods de 1500 kW plutôt qu'un, et un propulseur de 750 kW. Donc voilà, une trentaine de nœuds, 35 nœuds accostants quoi, par le travers. C'est ce qui se fait par ailleurs. Encore une fois, mais c'est intéressant. Encore une fois, ça me permet de répéter. On vise à faire la même chose au même coût que ce qui se fait déjà. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du credo. Et on pense avoir un peu analysé ce qui se fait. Donc, nous avons une cotation du navire. Donc qu'ils ont coté le navire sur nos plans. Vous avez compris que les plans, c'est nous qui les avons faits. Donc on a une cotation du navire en France et nous avons une demande de cotation via un courtier bien connu du navire dans des chantiers européens de l'Est. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un navire prototype. Par contre, les Asiatiques, si vous pensez à ça, sont très forts sur un navire dit catalogue. C'est-à-dire, à la limite, ils lancent la construction d'un navire sans avoir de commande. C'est un navire catalogue. L'armateur choisit ce qui se fait. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens d'aller en Asie faire un navire comme cela. J'ai suivi des constructions en Asie sur des trucs comme ça. Ils seront pas bons. Sans compter que sur un navire de cette taille, même le temps de repositionnement, etc., est quand même est pas négligeable. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc soit France. Jean vous a expliqué notre collaboration avec Neopolia, avec la branche maritime de Neopolia. Donc Neopolia, je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est un regroupement d'industriels ligériens en Vallée de la Loire, et donc une partie maritime. Ils sont très, très dépendants d'STX. Et donc ils ont fait quelque chose de tout à fait original. Ils se sont regroupés en chantier. Ils ont construit pour un armateur, alors certes c'est du fluvial, mais ça fait quand même 110 mètres de long. Ils ont construit deux navires qui naviguent déjà. Ils ont deux autres commandes. Voilà, et à Rouaob. Et ils aimeraient bien passer sur du navire. Hein. Ils aimeraient bien se passer sur le navire. Et donc, Neopolia est un des. Enfin, tout le monde est très fort et très actif dans ce consortium, mais Neopolia est moteur. Et donc, le plan A. Le plan de prédilection, ça serait de construire le navire en France dans cette espèce d'articulation Neopolia qui louerait une cale à STX. Voilà. Mais vous doutez qu'en France, il y a un surcoût du navire. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez passer la région, BPI, et donc la France, pour compenser ces choses-là, met en place des possibilités d'aide, soit en subvention et en avance remboursable. Donc c'est un sujet que nous travaillons, mais ça c'est notre cuisine interne, on a choisi de ne pas en parler ici. Vous parlez de respecter les délais, mais quand vous ferez du prêt à 50 degrés du vent par 20 nœuds de vent, quand il y aura 30 nœuds de vent ou 40 nœuds de vent, vous serez à 70 degrés. Donc vous allez rallonger la route. Alors, je sens que vous faites de la voile. Oui. Moi aussi. Voilà. Donc quand on parle de ponctualité, il ne s'agit pas non plus de dire un mois à l'avance, nous arriverons le 15 à 3 h du matin. D'accord ? La ponctualité, c'est pour réamurer, on va parler de termes de voile, pour réamurer, notamment l'organisation des manutentions et du post-acheminement, du pré- et post-acheminement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en ai parlé 2 fois, et c'est vraiment un élément essentiel, c'est la qualité de la prévision météo.
Ça, vous faites de la voile. Moi, je fais de la voile de travail également sur un navire qui est un peu lourd. Je peux vous garantir que mon métier de capitaine a complètement changé et est devenu immensément plus facile depuis quelques années, où la qualité de la prévision et l'accès tout le temps, de n'importe où, à la prévision est possible. Ça, voilà. Donc, vous vous souvenez, les 3 axes qui permettent d'exploiter ce navire. Il y a la conception du navire, il y a l'exploitation, le choix de la région, et ensuite les connaissances et la qualité de l'équipage. Voilà. Donc, effectivement, il y aura des traversées qui seront plus favorables que d'autres. Il y aura, c'est le propre de la voile. Puis il y aura des traversées où ça va aller tout chousse. J'ai trouvé récemment le rapport de mer d'un capitaine Laroche-Jacquelin en 1905. Il fait Philadelphie-Cherbourg. Dites-moi, combien de jours? 11 jours. Voilà. Donc c'est ça, la voile. Par contre, à l'époque, ils avaient une prévisibilité qui dépassait peu ce que disait le sorcier, enfin le baromètre, et ce qu'ils voyaient dans le ciel. Aujourd'hui, il a une prévisibilité qui est quand même exceptionnelle. 3 questions en fait. Concernant les matériaux, quels matériaux avez-vous choisi de privilégier? Deuxième question, le budget pour construire un navire, que représente vraiment un navire comme cela en termes financiers? Et dernière question, alors le prototype, précisément, la date envisagée, quel horizon? Alors nous pensions que le sujet du prix serait la première question. Donc, prix en France de l'ordre de 40 millions d'euros. Un peu moins, tout bien. La date, c'est toujours piégeux de dire dans un projet, la société existe. L'état de maturité, je vous ai dit, jusqu'à maintenant on n'a pas communiqué au public, on décide de venir vous voir parce qu'on considère que c'est mature, il va falloir faire une augmentation des capitales. D'annoncer des dates et des échéances, c'est toujours piégeux. Parce qu'il suffit qu'il y ait que le contre-cycle pétrolier dure très longtemps, qu'il y ait encore un bouleversement macroéconomique, qu'il y ait que je tombe malade, je ne sais quoi, enfin voilà. Et vous avez annoncé septembre 2032 et ça ne marche pas, et les gens sont prêts à vous dire voilà. Donc non, tout allant bien, mais on est tranquille là-dessus. Encore une fois, ça aussi, pas encore une fois. L'autre particularité, c'est que les gens qui travaillent sur ce projet n'attendent pas après ce projet pour vivre. D'accord ? On y travaille depuis quasiment 10 ans. Donc tout allant bien, une mise en chantier en 2018, ça serait parfait. Si c'est 2009, c'est bien. Si c'est 2020, c'est très bien aussi. Voilà. Et les matériaux, c'était la première de vos 3 questions. Les matériaux, c'est du classique, c'est de l'acier. Par contre, on va satisfaire aux exigences actuelles qui s'appliquent à tous les cargos. C'est-à-dire que quand on construit un navire, on prévoit sa déconstruction, le recyclage des matériaux. Donc la coque, c'est de l'acier. Après, dans les matériaux, des aménagements, etc. Oui, ça c'est un sujet. Plus des sujets basse consommation, donc éclairage LED. Voilà. On a même trouvé un fabricant danois de LED qui s'appelle Neoline. Donc on pense avoir trouvé. Non, danois. Voilà, donc, mais là aussi sur les matériaux, il n'y a rien de révolutionnaire. Et il reste un sujet sur les matériaux que vous auriez pu poser, c'est sur les mâts. C'était un peu cela, je pensais, est-ce qu'il y a du composite un petit peu justement dans les gréements? C'est bien le composite, c'est léger, il y en a qui s'en font des balestrons. C'est léger, il ne faut pas y mettre de coups. Encore une fois, c'est une solution industrielle, on ne fait pas de la course. On ne peut pas se permettre de rentrer au stand et voilà, on ne fait pas de la course. C'est un sujet industriel. Donc, il y a, outre le carbone, il y a l'acier et l'aluminium. La capacité à réparer partout. Oui, oui, on ne rentre pas au stand. C'est-à-dire qu'à l'escale, il faut pouvoir s'appuyer sur l'industrie nautique habituelle, présente dans les ports, et faire intervenir, sans que ça coûte un bras, ni une immobilisation de 2 mois. C'est un outil de travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.